Dans une petite ville, où les rues bordées de bâtiments anciens et d'écoles avaient vu des générations se succéder, une fracture de plus en plus profonde s'était installée entre la police et la communauté noire locale. Ce n'était pas tant une question de crime, mais de perception. La population noire vivait dans l'ombre de l'autorité policière, accablée par des décennies de préjugés et de stéréotypes qui semblaient être inscrits dans le tissu même de la ville. La méfiance était palpable, chaque interaction avec un policier devenait une épreuve, un risque de se retrouver mal jugé, maltraité, voire humilié. Les policiers, eux, se retrouvaient pris dans un système qu'ils peinaient à comprendre dans sa complexité. Bien que certains se battaient contre les abus, beaucoup se sentaient eux-mêmes prisonniers de leur rôle, enfermés dans une routine où leur pouvoir semblait presque absolu. La majorité des policiers de la ville vivaient dans un monde qui leur était confortable, ils appartenaient à une classe dominante qui leur assurait une forme de respect social et une protection, quel que soit leur comportement. Mais à force de méfiance et d'hostilité, ce respect se dégradait en oppression. Les policiers étaient perçus comme des agents de l'ordre, mais à bien des égards, comme des oppresseurs, des instruments d'un système qui ne laissait pas de place à l'égalité. Parmi eux, Léo Moreau se distinguait non pas par ses compétences, mais par son arrogance. À 32 ans, il était déjà un élément de la police largement redouté et détesté. Ses opinions racistes étaient connues de tous, mais, de manière insidieuse, il se croyait à l'abri des conséquences de ses actes. D'une certaine façon, son poste dans la police renforçait ses croyances et son sentiment d'impunité. Chaque fois qu'il dévalait les rues en patrouille, il se sentait supérieur aux citoyens qu'il croisait, en particulier ceux qu'il jugeait suspects, par leur apparence, leur couleur de peau ou leur statut social. Ce sentiment de toute-puissance n'était pas seulement le fruit de son pouvoir d'autorité en tant qu'agent de la loi, mais aussi d'une société qui lui avait appris que des hommes comme lui étaient au sommet de la hiérarchie sociale. Léo n'était pas un policier motivé par l'envie de protéger la communauté. Pour lui, la police n'était qu'un moyen d'assouvir ses frustrations personnelles et de maintenir l'ordre de manière brute. L'idée même d'un respect égal entre tous les citoyens lui semblait absurde. Ses remarques racistes, souvent discrètes mais acérées, éraillaient la surface de la police, dévoilant la culture toxique dans laquelle il baignait. À l'opposé, Camille Olympe représentait tout ce que Léo détestait dans un monde qu'il pensait connaître. Policière noire dans une ville où sa couleur de peau et son genre la désignaient constamment comme une exception, Camille avait dû s'endurcir face à des épreuves que beaucoup de ses collègues ne comprenaient pas. Fille d'un militaire et d'une infirmière, Camille avait grandi dans un milieu où les valeurs de respect, de dignité et de justice étaient primordiales. Dès son plus jeune âge, elle avait appris à naviguer entre les attentes sociales et les réalités du monde qui l'entourait, forgeant une résilience sans pareille. Son entrée dans la police n'avait pas été facile. Chaque étape de sa carrière avait été marquée par des défis liés à ses origines et à sa couleur de peau. Là où d'autres voyaient une femme noire comme une anomalie, Camille y voyait une force, un point d'ancrage pour sa volonté de changer les choses de l'intérieur. Elle savait que sa présence dans les rangs de la police pouvait, à terme, briser les stéréotypes, mais aussi qu'elle devrait constamment prouver qu'elle appartenait à cet univers où le moindre faux pas serait perçu comme un échec de plus dans un système qu'elle voulait réformer. Camille avait appris à maîtriser son calme et à éviter les provocations. Lorsqu'elle faisait face à des comportements racistes ou méprisants, elle savait qu'une réponse impulsive serait perçue comme un échec, une confirmation des préjugés qu'on nourrissait à son égard. Elle avait donc forgé une armure invisible, la dignité. Mais sous cette armure, elle sentait la douleur et la colère, un feu intérieur qu'elle ne laissait jamais prendre le dessus. C'était une matinée ordinaire, selon le calendrier de la police. Léo et Camille avaient été appelés à intervenir sur un contrôle de routine. Un véhicule suspect, apparemment mal garé, devait être vérifié. Un simple contrôle de circulation, pensé comme une formalité, mais pour Léo, une nouvelle occasion de se montrer, d'affirmer sa domination, de rappeler à la population noire qu'il était là, qu'il avait le pouvoir. Dès qu'ils s'approchèrent du véhicule, Camille remarqua immédiatement l'attitude de Léo. Il n'était pas simplement en mode professionnel, il était en mode jugement. Son regard, dur, scrutait le conducteur, un homme noir en costume, comme s'il avait déjà fait son jugement sans raison. Léo n'attendit même pas qu'il s'approche pour commencer à émettre des remarques désobligeantes, sa voix basse mais claire, assez forte pour que Camille puisse l'entendre. Encore un de ces types qui pensent qu'il peut se promener comme s'il appartenait à ce quartier, dit Léo, sans aucune honte. Camille s'arrêta un instant, son regard fixant le conducteur, un homme bien habillé, dont le visage était marqué par l'inquiétude mais aussi par un air de dignité. Elle savait que Léo ne le voyait pas comme un homme, mais comme une représentation de ce qu'il haïssait dans ce monde. La voiture elle-même, trop soignée pour un type comme lui, selon Léo, était un symbole de ce qu'il jugeait hors de place, dans son univers. On est là pour faire respecter la loi, pas pour juger les gens sur leur apparence, Léo, répondit Camille, sa voix ferme, mais mesurée, comme un éclat de vérité perçant à travers l'épaisse brume du jugement. Léo haussait les épaules, un sourire en coin. Et toi, t'es censé donner des leçons de morale,
c'est ça? Le ton monta encore d'un cran, et la tension entre Camille et Léo devint palpable. Camille gardait son calme, un calme froid et implacable, mais l'hostilité de Léo ne cessait d'augmenter. Le conducteur, un homme noir en costume, avait les mains légèrement tremblantes alors qu'il tendait ses papiers, inquiet de ce qui allait se passer. Mais il n'était pas le seul à être nerveux. Camille sentait le poids de la situation. Elle savait que Léo cherchait une excuse pour l'humilier publiquement, mais elle ne céderait pas. Alors qu'elle s'approchait du véhicule, Léo, la mâchoire serrée, se tenait près du coffre du véhicule, l'air défiant. Sans raison apparente, il avait déjà pris l'intercom pour demander une fouille approfondie. Camille s'arrêta, un instant, et le regarda en silence. Elle savait que cette fouille n'était pas justifiée, et le simple fait qu'il ait pris cette initiative était une tentative de la déstabiliser, de l'humilier devant les passants. Elle s'approcha de lui, d'un pas lent mais assuré, et interrompit sa demande d'une voix ferme mais calme. « Léo, ça n'est pas nécessaire. Je vais m'assurer que tout est en règle ici. Laisse-moi gérer la situation. » Léo la fixa un instant, une lueur de défi dans les yeux. Mais il semblait plus agité que jamais. « Tu crois que tu peux me donner des ordres, Camille ?» Sa voix s'éleva, devenant de plus en plus enragée. « Parce que tu es noir, tu penses que nous, tous ici, on va te laisser faire ce que tu veux. » Camille sentit son cœur s'alourdir sous le poids de ces mots, mais elle ne laissa rien transparaître. Elle savait qu'il venait de franchir une ligne rouge, une ligne qui ne pouvait plus être ignorée. Il ne s'agissait plus d'une simple dispute professionnelle, mais bien d'une attaque personnelle, raciale et sexiste. Son regard se fit plus perçant, plus déterminé. « C'est de l'abus de pouvoir, Léo. » Sa voix était calme, mais tranchante. « Je suis ici pour faire respecter la loi, pas pour me laisser entraîner dans ta haine. » Léo, ne supportant plus l'humiliation qu'il ressentait, s'avança brusquement. D'un geste brutal, il tenta de repousser Camille. « Tu veux jouer à la grande patronne, hein ?» Ses yeux brillaient de colère, et son bras s'éleva dans une menace évidente de violence. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, Camille réagit avec une rapidité qu'il n'aurait jamais imaginée. D'un mouvement net et précis, elle saisit son bras au vol, l'empêchant de continuer son geste violent. Le bruit de l'affrontement attira immédiatement l'attention des passants, et quelques voix s'élevèrent parmi eux, leurs regards suspicieux tournés vers les policiers. Un murmure d'incompréhension et de désapprobation se répandit rapidement. Camille, debout, sa prise ferme mais non agressive, tenait toujours Léon en échec. Son regard restait calme, comme une mer tranquille, mais sous cette tranquillité se cachait une détermination de fer. Elle lui disait sans un mot qu'elle ne laisserait pas passer cette agression. Ses yeux étaient remplis de défis, mais aussi d'une dignité implacable. « Tu es en train de commettre une agression, Léo, » dit-elle d'une voix presque trop calme pour la violence de la situation. « Je n'ai pas peur de toi, mais je vais te laisser une chance de te reprendre avant que cela devienne plus sérieux. » Léo, son visage maintenant marqué par la honte et la colère, tenta de se libérer de son emprise, mais Camille ne le laissa pas faire. Elle maintenait son bras dans une prise impeccable, montrant à la fois sa force et sa maîtrise de soi. Le message était clair, elle n'allait pas se laisser intimider, surtout pas par un homme comme lui. À ce moment précis, un bruit de pas se fit entendre. Le chef de la police, François Dupont, arriva sur les lieux, alerté par les témoins qui avaient assisté à la scène. Il observa d'abord Camille, calme et posée, tenant toujours Léo avec fermeté, puis son regard se tourna vers Léo, qui semblait sur le point d'exploser. La situation était déjà bien trop tendue pour être ignorée. François Dupont, connaissant bien Camille et son caractère exemplaire, savait qu'il devait intervenir rapidement. Il n'était pas dans ses habitudes de s'immiscer dans les affaires de ses subordonnés, mais cette fois-ci, il n'avait pas le choix. Léo venait de franchir une limite dangereuse. Sans perdre une seconde, il s'avança et d'une voix autoritaire ordonna « Léo, laisse-la. On va en parler dans ton bureau. » Léo se débattit un instant, son esprit en proie à une rage confuse. La colère bouillonnait en lui, mais au fond, il savait qu'il n'avait plus le choix. Il baissa les yeux, et comme un enfant pris en faute, se détourna sans un mot. Ses pas étaient lourds, chaque mouvement accentuant la honte qui l'envahissait. Il s'éloigna de la scène, la tête basse, sans regarder les passants qui continuaient de l'observer en silence, leurs regards remplis de jugement. Ceux qui avaient été témoins de la confrontation savaient ce qui venait de se passer. Camille avait non seulement défendu son intégrité et son autorité, mais elle avait aussi fait face à l'hostilité de Léo avec une dignité impressionnante. Son calme, face à l'agression, avait transformé la situation en une leçon de respect et de justice. Le trajet vers le bureau de François Dupont sembla interminable pour Léo. À chaque pas, il sentait son estomac se nouer davantage. Il n'était plus l'homme sûr de lui qu'il avait été quelques minutes auparavant. Il se sentait vulnérable, et la réalité de ses actions le frappait avec une brutalité qu'il n'avait pas anticipée. Il savait que sa carrière, son statut,
Et plus important encore, son image au sein du département était désormais en jeu. Lorsqu'il entra dans le bureau de Dupont, l'atmosphère était lourde de tension. François Dupont, un homme de principe, était assis derrière son bureau, les sourcils froncés, une expression sévère sur le visage. Il observa Léo avec un regard qui mêlait colère et inquiétude. Ce n'était pas la première fois que Léo faisait des vagues au sein de la brigade, mais cette fois-ci, il avait franchi une ligne qu'on ne pouvait pas ignorer. « Léo, ce n'est pas la première fois que ton attitude crée des problèmes. » commença Dupont, sa voix basse et menaçante. « Mais aujourd'hui, tu as dépassé les bornes. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots pénétrer pleinement l'esprit de Léo. « Tu as agressé Camille en public. » Léo baissa la tête, un sentiment de honte écrasant l'envahissant. La dureté de la situation commençait à se matérialiser pleinement. Il savait qu'il ne pourrait pas effacer ce moment. Camille n'était pas n'importe qui, elle était respectée, une policière dévouée et intègre, un modèle pour beaucoup. Il avait non seulement perdu son autorité, mais il avait aussi perdu la confiance de ses collègues et de ses supérieurs. « Je m'excuse, » dit-il d'une voix presque inaudible, les mots peinant à sortir. Il sonnait faux dans sa bouche, comme un aveu d'impuissance. Il avait conscience qu'une simple excuse ne suffirait pas à réparer l'irréparable. L'ampleur de sa faute le frappait encore de plein fouet, et il n'arrivait pas à se sortir de ce tourbillon de regrets. François Dupont le regarda sévèrement, ne prêtant pas attention à l'excuse timide de Léo. Il savait que cela n'était pas suffisant. « Ça ne suffit pas, » dit-il avec fermeté. « Il va falloir bien plus qu'une simple excuse pour redresser ça. » Il se leva alors, son regard acéré ne quittant pas Léo. « Tu es suspendu, Léo. Et tu vas devoir faire face à un comité de discipline. » Les mots tombèrent comme des couperets, rendant la réalité de la situation encore plus accablante pour Léo. Sa carrière, tout ce qu'il avait construit, risquait de s'effondrer. C'est à ce moment-là que Camille entra dans le bureau. Elle ne semblait ni triomphante, ni rancunière. Son calme était d'une dignité presque imposante. Elle savait que ce qui venait de se passer allait laisser des traces, mais elle ne cherchait ni vengeance, ni rétribution. Elle n'avait pas agi pour obtenir une forme de reconnaissance. Elle avait simplement agi selon ce qu'elle croyait être juste, et c'était ce qui la distinguait. Elle s'avança lentement et posa un regard tranquille sur Léo, sans animosité, mais avec une fermeté tranquille. « Je ne cherche pas de représailles, Léo, » dit-elle, sa voix douce mais assurée. « Mais tu dois comprendre que les actions ont des conséquences. Ce genre d'agression ne peut pas rester sans réponse. » Léo, accablé, hocha la tête, mais ses pensées étaient embrouillées. Il se sentait minuscule face à Camille. Ce qu'il avait fait, au fond, n'était pas simplement une erreur de jugement, mais un échec personnel, un échec face à la personne même qu'il ne comprenait pas, mais qui semblait incarner tout ce qu'il avait négligé ou ignoré. Camille, avec sa tranquillité, sa dignité, sa force tranquille, lui montrait une autorité à laquelle il n'avait jamais vraiment prêté attention. Il avait agi contre quelqu'un qui incarnait précisément la moralité et l'intégrité qu'il prétendait défendre. Les jours qui suivirent, Léo se retrouva isolé, noyé dans ses pensées et rongé par les remords. Ses collègues ne le regardaient plus de la même manière. Il avait tout perdu ce jour-là, son honneur, sa position et le respect de ceux avec qui il travaillait. Mais plus que tout, il avait perdu une occasion d'apprendre, d'évoluer. Chaque minute qui passait sans réponse à ses propres erreurs semblait devenir un poids supplémentaire sur ses épaules. Camille, quant à elle, continua de faire son travail avec la même constance, la même rigueur. Elle ne chercha jamais à se faire valoir ni à tirer profit de la situation. Pour elle, cet incident n'était qu'un rappel brutal que la justice et la dignité ne peuvent être compromises, même face à l'agression. Elle ne se permettait pas de dévier de ses principes, et c'était cela, avant tout, qui la rendait respectée. Léo, lentement, commença à comprendre que la vraie autorité ne résidait pas dans la force physique ou dans la domination, mais dans la capacité à faire face à l'injustice avec calme et dignité, sans jamais perdre son intégrité. Il avait perdu sa bataille contre Camille, mais, peut-être, c'était lui qui avait le plus à apprendre.